Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. En fait, toutes les disciplines du sport automobile sont stimulantes et intéressantes à leur manière. Mais dans les courses sur circuit, les rallyes routiers et les autocross, les pilotes roulent sur une piste qu'ils connaissent déjà. D'une manière ou d'une autre. Par exemple, en rallye, c'est-à-dire dans la discipline qui se rapproche le plus des rallyes raids, à la fois en termes de règles actuelles et d'essence, l'équipage conduit chaque spécial et écrit sa propre légende, dans laquelle chaque obstacle et chaque manœuvre sont marquées. Certes, le pilote d'une voiture de rallye doit faire preuve d'une habileté filigrane dans la conduite de son véhicule de combat, et ce dans des conditions très difficiles, il peut y avoir du gravier, de la glace et de la neige sous les roues. Mais il reçoit constamment des conseils de la part du navigateur. Lorsqu'il entend l'ordre « 50 à droite, 3 à gauche, 2 sur la rampe », il sait clairement que dans 50 mètres, il y aura un virage à droite, après lequel la voiture sautera, et qu'immédiatement après, il sera nécessaire d'entamer un virage à grande vitesse assez doux sur le côté gauche. Mais en rallye raid, et dans toute autre course tout-terrain, le roadbook ne contient que des informations de navigation. Le pilote conduit avec ses yeux, c'est-à-dire qu'il doit évaluer la complexité des obstacles qui se dressent devant lui, et le faire instantanément. Sur la piste, les raiders roulent, parfois à moins de 150, voire plus vite. Ils évaluent mal le virage. Et s'il vous plaît, les oreilles. On ne peut pas tricher avec la physique. Mais le plus important n'est même pas cela. L'essentiel, c'est que les équipes de raid doivent constamment résoudre deux tâches absolument opposées. D'une part, une course est une course, et il est nécessaire de conduire sur des sections spéciales à la vitesse maximale possible, à la limite de ses propres forces et des capacités de la voiture. D'autre part, un marathon est un marathon qui dure plusieurs jours et dont le parcours s'étend sur des milliers de kilomètres. La fatigue a tendance à s'accumuler, tant chez les personnes que chez les produits métalliques. Il y a un autre aspect. Dans le cas des courses sur route et sur circuit, il est tout simplement impossible de se perdre. En rallye, c'est théoriquement possible, mais irréaliste, et dans le pire des cas, une erreur de navigation ne peut que faire perdre du temps et des places dans le protocole final. Mais dans le cas des rallye raids, tout est différent. Ici, une erreur d'orientation et la perte de l'itinéraire peuvent se terminer de la manière la plus triste qui soit. Ainsi, lors du Silkway Rally 2010, le leader du rallye tout-terrain, le Sud-Américain Giniel de Villers, a failli perdre la vie. Il la raconte lui-même comme suit: « La section était très difficile en termes de navigation, et je ne suis pas sûr que nous n'ayons pas dévié de la route. La voiture a heurté un nid de poule que je n'ai pas remarqué, s'est retournée et s'est retrouvée sur le toit. Le choc a été très violent. » Et des cas comme celui-ci, il y en a beaucoup. En fait, l'histoire canonique du plus célèbre des rallye raids, le Paris-Dakar, commence par le fait que le célèbre pilote Thierry Sabine, participant en 1977 à un autre rallye, Abidjan-Nice, se perdit dans les sables du Niger, dévia de la route sur 50 km. Et si son ami Jean-Michel Sim ne partait pas à sa recherche à bord d'un avion léger, il mourrait probablement de soif et de déshydratation. Finalement, Thierry décida d'organiser lui-même une course, plus correcte, et le premier Dakar eut lieu en 1978. Oui, le Dakar n'était pas du tout la première course de marathon. Et tout a commencé avec les fantastiques courses Pékin-Paris et New York-Paris, qui ont eu lieu respectivement en 1907 et 1908. En temps voulu, nous vous les avons racontées dans les moindres détails sans suite. Il y a eu le Rallye Marathon Maroc. Cette course s'est déroulée de 1934 à 1988 avec une interruption pour la Seconde Guerre mondiale, le Rallye Méditerranée, le Cap, 16 000 km de la Méditerranée à la péninsule du Cap en Afrique du Sud, le Kenyan Rallye Safari, d'une longueur de 6 000 km. Première édition en 1953. Il est impossible de ne pas se souvenir du marathon Londres-Sydney organisé en 1968, où l'équipe de la société soviétique, Auto Export, sur Moskvich 408 a réalisé une belle performance. Et il y avait un vrai tout-terrain sur la piste. D'ailleurs, jusqu'en 1979,
les 4 roues motrices étaient interdites en rallye. Et ce n'est qu'avec leur légalisation que les rallye raids commencent à prendre la forme que nous connaissons aujourd'hui. Et maintenant, plus près de nos boulots indigènes. Il se trouve qu'en 2008, le Dakar a été annulé, officiellement parce que les autorités mauritaniennes ne pouvaient pas garantir la sécurité. En réalité, la société française Amaury Sport Organisation, ASO, était très mécontente de la pratique actuelle en matière d'interaction avec les autorités des pays africains. La direction d'ASO était très contrariée par le fait que lorsqu'elle organise la célèbre course cycliste, Tour de France, toutes les administrations régionales lui paient le droit d'accueillir la course, d'autant plus que ses coûts sont facilement recouvrés. Mais ici, ils ont dû payer la Mauritanie et le Sénégal. Le Dakar s'est donc déplacé en 2009 de l'autre côte de l'océan, en Amérique du Sud. Il s'est avéré que pour de nombreux coureurs européens, les coûts logistiques étaient tout simplement prohibitifs. En effet, essayer d'aller d'Europe à l'autre bout du monde avec des voitures de combat, des techniciens et tout l'équipement nécessaire. Le matériel doit être envoyé par voie maritime, et ce 1 mois ou 2 avant le départ de la course. C'est pourquoi la première Africa Race a été organisée en 2009, en suivant le parcours traditionnel du Dakar, avec un départ à Marseille. Et une arrivée dans la capitale sénégalaise. Mais nous, en Eurasie, nous avons aussi suffisamment de steppes et de déserts, sur lesquels il est possible de tracer les itinéraires les plus intéressants. En 2009, le premier rallye raid marathon, Route de la Soie, a eu lieu. Il est parti de Kazan, traverse le territoire du Kazakhstan et se termine à Ashgabat, la capitale du Turkménistan. Ce nom a connu un grand succès. La Grande Route de la Soie, la route médiévale par laquelle les caravanes commerciales transportaient les marchandises chinoises vers l'Europe et le Moyen-Orient, n'était pas une route unique. Elle était composée de nombreux segments distincts, qui se rejoignaient et se divisaient. En un mot, c'était un modèle parfait pour les organisateurs des futurs rallye raids. La Route de la Soie, qui a d'abord reçu le statut de course internationale, a rapidement gagné en popularité. Mais il ne faut pas croire qu'elle est devenue une alternative complète, inventée en dépit du Dakar. Les listes de départ de la Silk Way ont toujours compte de nombreux participants au Dakar, et de nombreuses équipes d'usines, dont bien sûr Kamaz Master, on participe aux 2 courses. Malgré son statut international, de 2009 à 2013, les routes de la soie ont traversé exclusivement le territoire russe. Pas d'ordre. On décide les organisateurs, et en 2016, la course a pris un nouveau souffle, la Fédération chinoise de l'automobile et de la moto, CANF, a rejoint les organisateurs, et de 2016 à 2019, le marathon a toujours commencé dans l'une des villes russes et termine dans l'une des villes de la République populaire de Chine. Puis la pandémie de Covid est venue perturber l'histoire de la course. En 2020, la course a été annulée, et en 2021, lors de la mise en place du parcours, il a fallu se limiter au territoire de la Fédération de Russie. Les mêmes facteurs se sont poursuivis en 2022, et nous nous sommes donc rendus à Astrakhan pour le départ de la Route de la Soie 2022. Ce n'est pas la première fois que cette ville accueille des rallye raids. C'est ici que se déroule l'une des étapes les plus difficiles du championnat de Russie dans cette discipline, hors de Kagan. Notre temps, nous avons raconté cette course en detail, et la Route de la Soie a déjà commencé, en 2018, et termine, en 2013, ici. En général, les organisateurs connaissent bien la région. Mais pour moi, bizarrement, c'était la première fois que je visitais un rallye raid de ce niveau. Et ma première impression est qu'un événement de ce niveau est une sorte de symphonie pour grand orchestre, un roman à suspense avec une préface, un prologue et un épilogue, entre lesquels se développent les actions de nombreux personnages. Hélas, je n'ai eu la chance de lire que les premiers chapitres, alors n'attendez pas de moi que je vous raconte toutes les péripéties de la lutte sportive. Franchement, pour ceux qui s'intéressent vraiment à ce qui se passe sur la piste, il vaut mieux regarder les reportages vidéo de la course. Car en effet, les rallye raids, du point de vue d'un spectateur ordinaire, sont étonnamment peu spectaculaires, pardonnez la tautologie. Mais ce n'est pas parce qu'il ne se passe rien dans ces courses. Pas du tout. Simplement, toutes les choses les plus intéressantes se passent quelque part très loin, dans des endroits où il est presque impossible d'atteindre non seulement les gens de l'extérieur, mais aussi la presse accréditée. Seuls les journalistes des chaînes de télévision qui accompagnent les participants en hélicoptère voient tout, et les autres peuvent regarder comment les voitures de sport quittent une à une le départ, ou applaudir quelqu'un sur la ligne d'arrivée. Depuis longtemps,
les symboles des rallye raids sont les camions et les puissants véhicules tout-terrain de la catégorie T1. En ce qui concerne les camions, tout est plus ou moins en ordre, les célèbres camions Kamaz se battront pour la victoire à la route de la SOA 2022, et les équipes MAZ et GAZ Red se mesureront à eux. Mais la liste de la catégorie T1 s'est évidemment raccourcie, même si, bien sûr, de très grands noms figurent sur la liste de départ. Vasiliev, Krotov, Rutskoy. Et s'il n'y avait pas les 3 Gazelle Next de l'équipe GAZ Red concourant dans la même catégorie? Toute l'intrigue se réduirait à la compétition de 3 équipages, Vasiliev et Kuzmich sur BMW X5, Krotov et Ziltsov sur Mini John. Cooperworks et l'équipage, Rudy, c'est-à-dire de Andreev, Rutsky et Rudnitsky, sur GeForce Proto Enelbar. De quoi garantir à chacun des participants une place sur le podium à l'arrivée. Mais dans la catégorie T3, c'est-à-dire les motos côte à côte, en langage rallye, Kibitok, si ce n'est pas une salle comble. C'est un net renouveau, 15 participants inscrits, dont les plus expérimentés Anastasia Nifontova et Sergei Karyakin. La lutte sera absolument sans concession, d'autant que dans la même catégorie se trouve le nouveau venu le plus intéressant, Nikita Maspin, qui attroque le cockpit de la F1 de l'écurie As pour une place au volant d'une Kibitka. En fait, les rangs des participants de la catégorie T1 vont continuer à s'éclaircir, tandis que le nombre de pilotes de moto ne fera qu'augmenter. Les raisons en sont purement économiques. Le sport automobile n'est certes pas bon marche, et les Kibitka ne coûtent pas non plus des clopinettes, mais la préparation et l'entretien pendant les compétitions de ces machines sont beaucoup moins chers que les puissants véhicules tout-terrain. Mais le prologue a offert aux spectateurs et à la presse d'autres opportunités. Relativement court, seulement 4,93 km, le parcours de cette étape, 0, a été tracé le long de la rive de la Volga. La moitié de la piste était en terre, l'autre moitié en dunes de sable. Et là où il y a des dunes, il y a de beaux virages avec du sable qui vole sous les roues caoutchouteuses, et le rugissement des moteurs. Dans les montées, il est vrai que les motos ne rugissent pas. Elles couinent plutôt. Le lendemain, les participants ont pris le départ de la première, vraie, spéciale de 226 km. Nous nous rendons directement au point presse, situé à cette douzaine de kilomètres du départ. Pourquoi exactement là? En règle générale, la presse reçoit les coordonnées d'un ou deux points presse sur le circuit, vers lesquels il y a des routes que l'on peut emprunter en crossover. Et il y a une condition importante, chaque voiture de presse est équipée d'un traceur en ligne, et le comité d'organisation veille strictement à ce que les voitures de presse ne quittent pas la piste de course et ne la traversent pas. Le conducteur de la voiture qui nous a emmenés, mes collègues et moi, a d'ailleurs reçu des points à ce sujet. Tout va bien, mais il s'est avéré qu'il y a des limitations de vitesse à proximité du point à cause de la station-service du champ. Et si vous vous éloignez à pied, il y a des sections de la piste qui sont presque des lignes droites, sans virages et sauts intéressants. Les épingles à cheveux raides près de la pointe elle-même ont été parcourues lentement, à la manière d'un retraite. Que faire? Personne ne veut être pénalisé. À propos, savez-vous comment reconnaître de loin l'équipage qui s'approche de vous dans un nuage de poussière, un MAZ Sport Avto ou un Kamaz Master? S'il y a un autre nuage noir au-dessus du nuage de poussière, il s'agit certainement d'un MAZ à capot. Seul ce camion dispose d'un pot d'échappement au-dessus de la cabine, et seul il rejette d'épais nuages de fumée noire à plus de 100 km/h. Nous avons attendu longtemps que certains favoris apparaissent au point, mais nous ne les avons pas attendus. Nous n'en avons appris les raisons qu'une fois rentrés au bivouac. Oui, dès le premier jour, toute l'imprévisibilité des rallye raids commence à nous affecter. Par exemple, les ambitions d'Anastasia Nifontova n'ont pas été suivies par le matériel. Tout d'abord, l'arbre de transmission s'est cassé et la voiture s'est retrouvée en traction arrière. L'équipe a tenté de poursuivre la course en mode monoroue motrice, mais l'entraînement de l'essieu arrière s'est alors rompu. Anastasia et sa navigatrice Ekaterina Zadanova ont essayé de reculer l'une des roues motrices avant, mais en vain. Il en résulte un accident et de lourdes pénalités. Mais les mécaniciens de toutes les équipes avaient beaucoup de travail à faire. L'équipage numéro 216 du Kazakhstan a effectué une « oreille », c'est-à-dire un retournement par-dessus le toit, et son pilote, Kirill Chernankov, raconte longuement et avec émotion à ses coéquipiers d'Acto Motorsport comment cela s'était passé. La transmission du prototype de l'équipage Rudy est tombée en panne. Suite à un atterrissage rate après un saut, l'essieu avant de la Gazelle Next de Sukovenko et Chapayev s'est déchiré.
Les ressorts du Kamaz d'Alexei Vishnevski se sont cassés et les roues avant d'un autre Kamaz, celui de Sergueï Kuprianov, se sont écrasées. En général, je me suis promène dans le bivouac, j'observe le travail acharné des équipes techniques, et une phrase tirée d'une vieille anecdote de l'armée me trottait dans la tête, les pilotes volent, les mécaniciens réparent les pièces. Ce travail n'est pas visible pour les spectateurs, leurs noms ne sont pas cités par les journalistes, mais nous devrions toujours nous rappeler que derrière chaque victoire sur la piste de course se trouve le travail absolument désintéressé des mécaniciens. Et c'est là que le service mobile de diagnostic des équipements sur la base de l'analyse de l'huile de travail s'est avéré utile. Il a été fourni par le partenaire technique de la course, la marque d'huile moteur G-Energy de Gazprom Neft. Nous vous avons récemment expliqué en quoi consistait ce service et pourquoi il était nécessaire en détail le laboratoire mobile déployé sur le terrain à chaque bivouac. Ses principaux outils sont 3 instruments compacts, un spectromètre infrarouge, un spectromètre à rayon X et un mini-viscosimètre, ainsi qu'un logiciel d'intelligence artificielle. Le spectromètre infrarouge indique l'indice d'alcalinité, l'oxydation, la nitration et la teneur en suie, le spectromètre à rayon X indique la teneur en métaux d'usure et en métaux d'addition dans l'huile, et le mini-viscosimètre indique la viscosité de l'huile. À 100 degrés Celsius, car c'est la température à laquelle l'huile fonctionnera dans le moteur. L'ensemble de ces éléments permet d'identifier à l'avance le responsable d'un fonctionnement anormal du moteur ou de la boîte de vitesse. En raison de la présence d'impuretés dans les huiles de travail, avant que le problème ne devienne évident, et donc de prendre à l'avance toutes les mesures qui s'imposent. Pour l'équipe d'Anastasia Nifontova, il était très important de savoir ce qui était à l'origine des pannes, des défauts dans les composants défectueux eux-mêmes ou des problèmes au niveau des boîtes. Après tout, s'il s'agissait de la boîte de vitesse ou de la boîte de transfert, les pannes se répéteraient même si toutes les pièces endommagées étaient remplacées. Heureusement, la boîte de vitesse s'est avérée en bon état. Mais chaque équipe a ses propres problèmes, et ce n'est pas un hasard si 4 autres équipes ont eu recours au service du laboratoire le premier jour. En outre, Anastasia n'a pas seulement participé à la course en mode compétitif, mais a également effectué des tests d'huile en mode extrême. La technologie intelligente ACF, qui permet d'adapter l'huile aux conditions de fonctionnement, a été testée exactement dans le cadre du sport automobile. Les experts du laboratoire ont recueilli des données sur les performances de l'huile après chaque épreuve spéciale. Les données obtenues permettront d'améliorer non seulement les huiles sportives, mais aussi les huiles civiles, G-Energy, qui sont disponibles pour les automobilistes ordinaires. Le lendemain, le point qui nous a été proposé s'est avéré être un point de contrôle horaire. En pratique, le passage de ce point se déroule comme suit, la voiture s'arrête près du panneau, le navigateur présente une carte. À la fenêtre, le marshal y appose un cachet. Pensez-vous que le véhicule de combat s'éloignait dans un nuage de poussière? Non, la restriction est toujours en vigueur. Les pilotes n'ouvrent qu'à quelques centaines de mètres du point de contrôle. Mais certains d'entre eux restent à ce point pendant une période beaucoup plus longue. En effet, il y a ici un point de ravitaillement en carburant, organisé par le réseau de stations-service Gazprom Neft. Les camions et les véhicules tout-terrain passent devant sans s'arrêter, leurs réservoirs sont suffisamment grands, ils ont de quoi faire quelques centaines de kilomètres, alors ils se ravitaillent au bivouac, directement auprès des camions-citernes. Mais les motos et les « chevaliers du désert » à 2 roues doivent se ravitailler. Ici, sur les pistes, les camions-citernes ne peuvent pas passer, ils doivent donc transporter de l'essence G-Drive 100 à indice d'octane élevé dans des barils. Tout était très bien organisé, l'équipe de ravitaillement travaillait comme une horloge, et pourtant il y avait une file d'attente. Au point de ravitaillement, comme dans une station-service ordinaire. Les équipages n'ont cependant pas manifesté de mécontentement à ce sujet. Le temps de ravitaillement sera pris en compte, et les minutes supplémentaires vous permettent de vous mettre une barre énergétique G-Drive, contenue dans le sac sec des coureurs, dans le corps ou simplement de boire, une personne perd de l'humidité dans une telle chaleur, et la température dans la steppe d'Astrakhan atteignait jusqu'à 35 degrés à l'ombre, de manière très intensive, surtout si vous êtes en balle dans un casque et une salopette de course. C'est là que nous avons attendu Nastia Nifontova, qui s'est beaucoup plainte de la poussière. Eh bien, oui, c'est une chose de rouler parmi les leaders et de laisser derrière soi un panache poussiéreux, et c'en est une autre d'avaler de la poussière dans un groupe dense de concurrents de niveau moyen, où Nastia a été projetée par la panne d'hier. Mais si l'on a le temps, il est même possible de se laver
Au moment où j'écris ces lignes, les coureurs affrontent les conditions du hors-piste sur le tronçon Volgograd-Lipetsk. Il y a des changements constants de leader au classement général, et nous connaîtrons le résultat final demain, après l'arrivée officielle. Mais comme je ne suis pas sur place, je n'ai pas d'impression de première main, mieux vaut donc regarder les reportages vidéo et lire les bulletins officiels. En tout cas, j'encouragerai les athlètes avec vous. Je suis vraiment curieux de savoir si Anastasia Nifontova pourra rattraper les leaders, car elle a réussi à prendre la première place au 8e ESU. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas pour rien qu'elle s'est battue avec la piste, la voiture et ses adversaires. En effet, cette année, Anastasia Nifontova ne s'est pas contentée de conduire la course, elle a également testé des huiles dans des conditions extrêmes. Les experts du laboratoire ont recueilli des informations sur les tests et les caractéristiques de performance des lubrifiants après chaque étape spéciale. Sur la base de ces données, les experts de G-Energy, qui sont engagés dans le développement d'huiles de haute technologie, amélioreront les formulations civiles qui seront disponibles pour les automobilistes ordinaires. Mais ce n'est pas la seule question qui m'intéressait. Lequel des pilotes de GAZ Red, Rusanov ou Sukovenko, parviendra à monter sur la troisième marche du podium? Sergei Vyazovich conservera-t-il la troisième place? Il est déjà clair qu'il ne pourra pas devenir le premier cette fois-ci. En fait, lorsque le matériel sera publié, les réponses à toutes ces questions seront déjà reçues, mais je les connaîtrai en même temps que vous. Pour l'instant, je ne peux que dire, le rallye Maraf. En conclusion, le début du grand voyage sur la route de la soie nous rappelle l'importance des échanges culturels et commerciaux qui ont façonné notre histoire. Cette voie mythique a non seulement permis le transport de biens précieux, mais a également été un véritable carrefour d'idées et de civilisation. En explorant les vestiges de cette route, nous découvrons les racines de notre monde moderne et l'impact durable de ces échanges sur nos sociétés contemporaines. La route de la soie demeure un symbole d'unité et de diversité, nous incitant à poursuivre notre propre voyage d'exploration et de compréhension.